Le 24 janvier 1848, un ouvrier mormon employé à la Sutter Mill, dans les montagnes de Californie, découvre de petits cailloux jaunes dans une rivière. Interloqué, il les présente à son chef, Johann Sutter, un Suisse allemand immigré depuis quelques années et en pleine réussite. C'est de l'or. Il ne sait pas à ce moment-là que cette découverte va sceller son malheur. L'ouvrier en question, qui lui avait promis de garder le silence, part prévenir son chef spirituel alors dans le petit village de San Francisco. En quelques semaines, plusieurs dizaines, puis des centaines et des milliers de personnes franchissent les limites de Sutter Mill, puis se retrouvent dans toute la montagne. Ainsi commence un des plus grands mouvements de migration vers les États-Unis du XIXe siècle, celui de la première ruée vers l'or. Ah, voilà un bon filon. Mais ce n'est pas de Johann Sutter dont on va parler ici, magnifiquement raconté par Blaise Cendrars dans L'Or, mais bien de la place des Français dans cette grande aventure humaine. Ah, bon, on change de veine alors. Désolé. Mais toujours est-il que cette histoire, peu connue, illustre la folie qu'a saisi le monde au moment de l'annonce de la découverte du métal jaune en Amérique, alors que le monde occidental se trouvait dans une des crises les plus graves de son histoire. Et parler de la France, c'est aussi étudier l'impact à l'échelle d'un pays qu'a pu avoir cette annonce. Eh bien, on va voir si t'as bien creusé le sujet. Toi, t'es en forme. Et j'en profite pour remercier chaleureusement mes comparses du label Hérodote qui ont relu ce script. Ben de la chaîne Histoire à la carte, Elsa de la chaîne Passeport pour hier et Valentin de la chaîne Excavator. Vous pouvez aller découvrir leur chaîne juste après cette vidéo. La découverte de l'or survient dans un contexte américain et européen très complexe. Sur le nouveau continent, les États-Unis ont remporté une guerre contre le Mexique qui a dû céder de nombreux territoires, dont la Californie. Localement, la situation est d'ailleurs rendue incertaine par l'absence totale d'autorité, d'autant qu'une partie des habitants, appelés les Californios, a été un temps tentée par l'indépendance. Parmi eux, on compte un certain nombre de Français, arrivés depuis longtemps sur les terres californiennes et ayant épousé, au passage, des filles de notables, tout en se constituant de vastes domaines fonciers. C'est le cas, par exemple, de François Vigne, arrivé dans les années 1830 pour y cultiver de la vigne. Ça ne s'invente pas. Et si certains ont soutenu un temps l'idée d'indépendance, celle-ci finit par s'évanouir en septembre 1850, lorsque la Californie devient le 31e État de l'Union. Et cette intégration ne rend pas forcément les choses plus claires. Au contraire, ce sont des autorités autoproclamées, les Committees of Vigilance, groupes d'anglo-américains souvent armés, qui se chargent eux-mêmes de faire leur propre justice. Et les principales cibles sont les étrangers, asiatiques, mexicains, anciens californios, mais également les afro-américains et les autochtones. Comprenez les Indiens d'Amérique, bref tout ce qui n'est pas anglo-saxon. Et même avec l'arrivée des autorités fédérales, les ennuis continuent, même pour les grands propriétaires terriens. Leurs titres de propriété, dès lors qu'ils remettent en question l'installation des colons américains sur le nouveau territoire, sont systématiquement remis en question par une commission instaurée en mai 1851. Et si la plupart sauvent l'essentiel, souvent au prix le plus fort, certains perdent littéralement tout, et généralement lorsqu'ils ont refusé de prendre la nationalité américaine. Et je suppose que tu as un exemple? Oui, c'est le cas par exemple de Joseph-Yves Limantour. Installé depuis les années 1840 dans la région de San Francisco, celui-ci dépose, comme lui demande la loi, ses titres auprès de la commission des titres et propriétés. Et il faut se dire que sa revendication n'est pas rien, puisqu'elle représente à peu près la moitié de la surface de San Francisco en 1852, qui compte pas moins de 37 000 habitants à ce moment-là. À force d'avocats, de témoins de moralité, dont certains anciens membres du gouvernement californien, celui-ci voit ses titres validés en 1856. Un coup de tonnerre qui vaut à Limantour et ses proches une série de menaces et de tentatives d'assassinat. Mises sous pression, les autorités fédérales font appel et 2 ans plus tard, la commission décide d'annuler tous les titres de Limantour. Celui-ci, penaud, doit quitter la Californie et vivre une nouvelle vie au Mexique. Et pendant ce temps-là, en Europe, les sociétés sont plongées dans une crise extrêmement grave, multifactorielle. Sans revenir dans les détails, la crise est triple. Frumentaire, c'est-à-dire une série de mauvaises récoltes de blé,
Économique et industrielle par manque de débouchés du fait du hausse du prix du pain et donc de la baisse du pouvoir d'achat. Financière car les crédits ne circulent plus et ne parviennent plus à être remboursés. Tout cela débouche sur une très vaste crise politique et, dirions-nous aujourd'hui, humanitaire. Des émeutes qui tournent aux révolutions éclatent, dont l'emblématique parisienne en février 1848, et un mouvement d'émigration inédit en Europe survient, comme l'illustre le drame des Irlandais en 1845-1860. Ah bah on peut dire que la nouvelle tombe à pic. Et oui, elle suscite l'enthousiasme dingue, une folie fiévreuse. Du monde entier, y compris de la Chine, une vague d'immigration submerge donc le village de San Francisco. Celui-ci voit sa population passer de 460 habitants en janvier 1847 à 23 000 en janvier 1851, tandis que dans la montagne se trouvent plusieurs dizaines de milliers de personnes. La croissance de la ville se fait dans une anarchie à peu près complète. Essentiellement construite en bois, elle subit à quelques mois d'écart pas moins de 3 graves incendies ravageurs. Et sur le port, les navires qui amènent les nouveaux arrivants voient même leurs équipages fondre, voire disparaître dans la masse. Le port de San Francisco se mue alors en un grand cimetière de bateaux échoués dans la vase. La nouvelle arrive en France 1 an après l'annonce de la découverte. Il faut dire que les réseaux de communication sont très loin de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Ainsi, la lettre du consul de France de Monterrey, écrite le 15 mai 1848, après une visite de celui-ci dans les claims, c'est-à-dire les zones d'exploitation, arrive uniquement à Paris le 20 novembre. Et encore faut-il attendre le 16 février 1849 pour que le Moniteur, organe officiel de l'État français, la publie. En 15 jours, le scepticisme cède la place à une véritable euphorie, une frénésie de création de compagnies privées d'émigration. L'annonce de la découverte dans ce pays où on trouve l'or au fond des ruisseaux, comme le dit la chanson, suscite l'espoir pour une population déjà très touchée par la crise. Ces sociétés, commerciales ou mutuelles, mélanges d'ambitions financières et philanthropiques, portent des noms évocateurs. La Californienne, la Ruche d'Or, l'Association des 300 travailleurs, le Mineur, l'Orifère, la Fortune, la Société franco-californienne, etc., etc. Beaucoup proposent des guides, des cartes, du matériel de prospection, mais d'autres sont simplement des arnaques montées de toutes pièces pour gagner rapidement de l'argent, tandis que d'autres font faillite sans avoir envoyé un seul migrant. Comme le constate Karl Marx qui vient de quitter Paris pour Bruxelles, les rêves d'or ont remplacé les rêves de socialisme dans le prolétariat parisien. Mais la grande particularité de la France, c'est que la nouvelle apparaît comme une occasion unique de se débarrasser d'une frange de la population laborieuse et agitée. Et si cette idée peut nous surprendre à notre époque, eh bien, au XIXe siècle, c'est même quelque chose de très en vogue dans les milieux philanthropes, mais également socialistes. En effet, ceux-ci, pour résoudre la crise du sous-emploi, prévoient de créer des colonies de travailleurs à l'étranger. Après tout, Louis-Napoléon Bonaparte n'a-t-il pas écrit de son côté son désir d'envoyer en Algérie ses colonies dans son livre L'extinction du paupérisme? Ok, j'ai compris, je l'ajoute à la liste des sujets abordés plus tard. Ça commence à faire long. Mais reprenons. Il faut dire que la situation en France est très complexe. Outre la crise économique et l'échec des ateliers nationaux voulus par Louis Blanc, le gouvernement cherche à se débarrasser des gardes mobiles parisiens. Créée en février 1848 par le gouvernement provisoire et utilisée dans la répression du mouvement de juin, cette troupe jeune et indisciplinée commence à poser problème. En 1849, le nouveau gouvernement décide de dissoudre les gardes mobiles et de les renvoyer chez eux avec leurs armes. Et pendant ce temps-là, la crise continue. Il faut cependant attendre août 1850 pour qu'un projet de loterie, dite des lingots d'or, soit lancé par le gouvernement. 124 lots sont prévus, d'une valeur d'1,2 million de francs, dont le premier prix est un lingot d'une valeur de 400 000 francs. On prévoit la vente de billets pour un montant de 4,6 millions de francs. Comme le dit le bonapartiste Saint-Amand, cette opération doit purger la société politique française d'un grand nombre de frères et amis, ici républicains et mutualistes, qui étaient un embarras quand ils n'étaient pas un danger. Subsidiairement, et pourquoi nier le but charitable et fraternel, cette transportation officieuse et bienveillante pouvait être une source de fortune et d'aisance pour les transporter. Un plan parfait donc, à quelques détails près. D'abord, les lots ne sont pas acquis, dont le fameux lingot de 400 000 francs.
Ensuite, le directeur de la loterie, Jean-François Langlois, entre en conflit avec le gouvernement au sujet de récupérer une partie du pactole des ventes des billets. Et troisièmement, ces ventes justement ne décollent pas malgré les efforts des préfets de département ou encore la publicité concoctée par un certain Alexandre Dumas fils qui a un résultat, disons-le, très mitigé. Il faut donc attendre le 16 novembre 1851, soit près d'un an et demi après le lancement du projet, pour que le tirage au sort ait lieu. Le gros lot finalement acquis est gagné par un vigneron de Bouzy, dans la Marne. Le reste des lots est distribué entre les 2 et 6 décembre 1851 aux Tuileries, en plein coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. Entre-temps, les premiers navires financés par le tirage au sort ont déjà quitté le port du Havre les 11 et 23 octobre. Ainsi, jusqu'au 7 décembre 1852, ce sont 17 navires financés par la loterie, transportant près de 4000 personnes, presque tous des anciens gardes mobiles, qui se dirigent vers San Francisco. Et c'est ainsi que nos gardes mobiles suivent à peu près le même itinéraire que les 25 à 30 000 Français qui ont déjà fait le voyage vers la Californie et le Texas entre 1849 et 1854. Ils empruntent alors le voyage par le Cap Horn, lequel dure 6 mois, même si d'autres migrants passent aussi par le Panama. Très peu font la traversée des États-Unis depuis la côte Est. Entre 1849 et 1851, 91 navires quittent les ports de Bordeaux, Le Havre, Saint-Malo et Marseille, avec à leur bord des migrants pleins de rêves de richesse, mais non sans retour. Et dans une étude réduite, Annie Foucrier a pu étudier les passagers d'une trentaine de navires, soit environ 1700 personnes. Voici les résultats qu'on peut constater. Le portrait type du migrant entre novembre 1849 et avril 1851 est un homme âgé de 32 ans et demi, vivant à Paris et né dans le Nord, le bassin parisien, le Rhône ou la Saône. Il est donc urbain, souvent habitué à la vie parisienne. Certains sont aussi des marginaux, parfois des aristocrates désargentés ou en mal d'aventure. Les femmes, elles, ne représentent que 9% de l'échantillon, avec une moyenne d'âge de 30 ans et demi. La moitié d'entre elles est célibataire, certaines sont parties avec leurs époux, d'autres avec leurs enfants. La migration n'a donc pas réellement de caractère familial. Quant aux professions, elles correspondent logiquement au milieu urbain. 24% d'artisans, 20% de commerçants et commis, 15% de propriétaires et rentiers. Les paysans, eux, ne sont que 7,5% et les ouvriers sont à peine plus nombreux. Quant aux femmes, là aussi, on constate une grande diversité, de la couturière à l'artiste en passant par la rentière. Reste que ce petit monde garde ses particularités sociales et politiques, ce qui donne des scènes assez cocasses durant le voyage. C'est hier le 24 février, anniversaire de la République si habilement proclamée en 1848 et si adroitement escamotée. Aussi, toute la journée, n'ai-je entendu parler que de République, de socialisme, de communisme. Je ne sais où fuir et où me cacher pour échapper à la narration de tous les événements. En désespoir de cause, je me réfugiais dans mon lit, espérant trouver dans le sommeil l'oubli de tout ce que j'avais entendu dire. Vain espoir. J'avais compté sans les passagers de seconde et troisième classe qui, jusqu'à minuit, ont chanté en chœur toutes les chansons patriotiques connues, depuis la Marseillaise et jusqu'au Ça ira, ça ira, et n'ont terminé qu'après avoir porté des toasts les plus effrayants. Ah, si tous ceux qui sont déjà allés en Californie ont les mêmes idées que ces gens-là, s'ils ont tant d'aménité dans le caractère et les mœurs, je doute fort que les Américains conçoivent de nous une bonne opinion. Une fois arrivés, les migrants français découvrent San Francisco, une ville complètement folle où la vie économique est sans règle, à part celle de l'offre et de la demande. Toutefois, les autorités consulaires, menées par Patrick Dillon, font leur possible avec les moyens du bord pour accueillir les nouveaux arrivants. Les Français vont toutefois se démarquer dans 2 secteurs, le cirage-décrotage des chaussures et la blanchisserie. 2 activités essentielles dans une ville où la route est souvent boueuse et parfois un vrai danger, où l'on se noie. Ici, ils sont aussi réputés dans l'ameublement, la fabrication de couteaux, certains à la lame d'or, ou encore à la récitation de poèmes et de chants. Ils sont aussi tenanciers de cafés ainsi que de salles de jeu ou de théâtre. Il y a également la prostitution où les Françaises, extrêmement peu nombreuses, jouissent, si on peut dire, une excellente réputation.
On les appelle alors les madames à cause de leur qualité comme l'élégance et leur connaissance des choses de l'amour. Toujours est-il que leur destinée est souvent largement préférable à celle des hispaniques ou des chinoises, souvent réduites à état d'esclaves sexuels dans un monde quasi exclusivement masculin. Mais les reines du moment ne sont pas toutes des prostituées. C'est le cas par exemple de Madame de Saint-Amand, épouse d'un aspirant consul, qui je crois n'a rien à voir avec la famille du bonapartiste qu'on a vu tout à l'heure. Arrivée parmi les premières migrantes, elle travaille dans une maison de jeu, principalement pour renflouer ses pertes liées aux différents incendies qu'a connus la ville. Il est d'ailleurs très probable qu'elle ait plus été une femme d'accueil qu'une courtisane pour ne pas dire autre chose. Et c'est également le cas de 3 actrices qui vont fonder le théâtre français de San Francisco, mesdemoiselles Racine, Adelbert et Courtois. Et désolé, on n'a pas de photo. La communauté française se construit également par la création de journaux de langue française, souvent à la vie très éphémère mais aux titres évocateurs, comme le Californien ou la Gazette républicaine. Le seul qui parvient véritablement à durer, c'est l'Écho du Pacifique, créé en 1852 et contraint en 1865 de changer de nom à la suite de la guerre de sécession. Il devient alors le Courrier de San Francisco. S'ajoute aussi à cette communauté très dynamique des commerçants et représentants d'import-export, ainsi que la présence de banquiers pour financer les affaires franco-californiennes, ou encore des sociétés caritatives ou de bienfaisance, des écoles, des églises et même des boulangeries. Bref, tout un petit monde qui se recrée. En 1852, on recense officiellement près de 2000 ressortissants français ou descendants. Et cette réussite peut parfois aller très loin. Ainsi est-ce le cas de François-Louis Alfred Pioche, un financier à succès. Parti d'abord au Chili, celui-ci arrive en février 1849 à San Francisco pour y monter une maison de commerce avec un associé. Au magasin de marchandises d'importation, dont des pioches, s'ajoute une activité de banque. Les allers-retours entre la France et la Californie permettent la constitution de capitaux pour accroître le champ d'action de la société. Exploitation minière, financement de réseaux de canaux et hydrauliques, financement des chemins de fer, transport en commun, société de services publics dans le gaz et l'eau. Pioche s'est également distingué dans des œuvres philanthropes et culturelles, ainsi que par la constitution d'une collection d'art et de minéraux aujourd'hui conservée à l'Université de Californie. Et vous savez quoi ? Il laisse même une ville à son nom. Cette réussite, cependant, prend fin en 1872, où, ruiné par la crise, il se suicide et tombe dans l'oubli. Ainsi, l'implantation française dans San Francisco a su se faire dans la durée, au point que la ville fut surnommée la Paris du Pacifique. Mais ça, c'est une autre histoire. Car notre destination finale, ce sont les mines. Ah, enfin! San Francisco est à la fois le point de départ où on s'équipe, mais aussi le point de retour, tant en cas d'échec que de réussite. Les candidats se rendent en bateau jusqu'à Sacramento, ville née par ailleurs sous les terres du pauvre Johann Sutter. Puis les Français partent vers les mines, principalement vers 3 secteurs. Le nord vers Marysville, Grace Valley et Nevada City, le sud autour de McClellan Hill et vers Sonora. Le consul de France, Patrice Dillon, estime en mars 1852 que 25 000 Français se trouvent dans la montagne, ce qui est invérifiable et très probablement surestimé. Et pour les Français, le choc culturel est total. Par réflexe, ils se regroupent, comme toutes les communautés nationales non anglophones. D'ailleurs, c'est de là que viennent leurs surnoms, les Casquidés, de cette phrase très française pour signifier son incompréhension de l'anglais. D'autres en revanche se consacrent à des activités annexes comme la chasse ou la tenure de magasins d'alimentation ou d'équipements non loin des camps. Et dans les mines, les Français se distinguent de 2 manières. Tout d'abord, ils se montrent très proches des hispanophones et surtout ils ont une attitude plutôt cordiale avec les autres groupes sociaux comme les Chinois ou encore les autochtones. Ils sont en revanche très déçus des Américains qu'ils trouvent très violents, pour ne pas dire un petit peu chatouilleux de la gâchette. Ils se distinguent également de leur hygiène car ils se lavent beaucoup et se rasent quasiment quotidiennement. Et dernière chose, ils parlent politique, surtout les anciens 48ards, comme le relève Alexandre Achard dans sa visite des mines. Ces hommes, exilés de leur patrie, ont conservé dans toute leur violence sauvage les passions politiques qui les ont fait courir aux barricades en 1848. Ce ne sont partout que conversations sur les événements qui ont emmené leur émigration, discussions interminables et bruyantes sur les principes ténébreux du socialisme, souhaits et tirades en faveur de la République universelle et démocratique, dont l'avènement prochain ne paraît pas douteux à ces vaincus de la guerre civile.
Le dimanche surtout et le lundi sont consacrés à la politique. De petits clubs en plein air s'improvisent dans l'intérieur du camp et les harangues sur les crimes de l'aristocratie ne sont interrompus que par la Marseillaise, le chant des Girondins et le chant du départ. Si les débats enflammés et les disputes ne sont pas rares, en revanche, la violence entre Français est totalement absente. Au contraire, c'est la solidarité qui prime, dans un pays où les règlements de compte à coups de feu sont monnaie courante et où la xénophobie des Américains s'exprime de plus en plus durement. Et en effet, cette animosité va crescendo. En mai 1850, un impôt de 30 $ par mois est imposé à l'ensemble des travailleurs étrangers. Si la mesure est décourageante pour les personnes isolées, en revanche, les groupes de Français font front, n'hésitant pas à résister contre les collecteurs, voire menant de véritables révoltes. La présence des anciens gardes mobiles, arrivés avec armes et bagages, rend la situation encore plus tendue. En mars 1851, la taxe est supprimée avant d'être rétablie 3 mois plus tard à hauteur de 3 $ par mois. La situation devient explosive à partir d'avril 1851, notamment avec le meurtre de Français à San Francisco. Mais ce sont des montagnes, notamment de Mauchline Hill, que le feu part, comme le raconte un prospecteur britannique. Le principal événement des premières années eut lieu à Mauchline Hill. Les Français y exploitaient une des plus riches concessions que l'on ait connues. Et il arriva qu'ayant pris sur le fait un voleur, un Irlandais, ils le tuèrent. L'affaire, grossie par la rumeur, déclencha la colère des Américains, qui se préparèrent à la bagarre. Stupidement, nous, les Britanniques, consentîmes à nous joindre à un groupe de volontaires qui partaient combattre les Français. Et nous marchâmes pendant 7 milles à l'ombre de la bannière étoilée et aux accents guerriers de Yankee Doodle, prêts à verser notre sang pour une cause qui ne nous concernait en rien. Heureusement, à notre arrivée, nous découvrîmes que les Français, la plupart membres de la garde nationale et tireurs d'élite, s'étaient retranchés dans un corral en pierre à quelques miles de là. Les Américains envoyèrent chercher un canon en bronze. Pendant ce temps, grâce à l'intervention du consul de France, l'affaire fut éclaircie et réglée à l'amiable. Pfiou, on n'est pas passé loin. Et sinon, la fortune, elle était là ou pas? Eh bien non, la fortune n'a pas vraiment souri aux Français puisque ceux-ci sont arrivés beaucoup trop tard. Ils leur font donc bûcher davantage que les autres, ainsi que le monde ce témoignage. Pendant 15 jours, nous minâmes avec une ardeur méritoire, sans faire beaucoup plus que nos vivres, soit une dizaine de piastres par journée. Ce résultat n'était pas brillant car nous y allions de tout cœur, et quand nous rentrions, après une longue séance passée les pieds dans l'eau et le corps exposé à un soleil dévorant, nous trouvions que c'était se donner bien de la peine pour peu de choses. Au camp, la moindre denrée était hors de prix, et encore n'avait-il guère de choix. Oh, rêve de fortune, où étiez-vous alors ? Malgré quelques réussites, quelque peu stéréotypées, la plupart des chercheurs d'or restent démunis, sans le sou. Et il faut dire que la vie au camp est extrêmement chère et le peu gagné dans les mines est dépensé soit dans l'essentiel, soit dans l'alcool. Et après 1852, les moyens pour exploiter les filons exigent des capitaux beaucoup plus importants. Le temps des petits exploitants est terminé, celui des grandes compagnies minières arrive. En conclusion, le cas des Français de Californie permet de percevoir l'influence qu'a pu avoir la découverte de l'or dans le monde. Certes, ils sont largement moins nombreux que les Irlandais ou encore les Allemands, mais leur cas permet d'illustrer à la fois les raisons du départ, mais également les destinées de centaines de milliers de personnes de l'Europe vers le Nouveau Monde au milieu du XIXe siècle. Certes, il a été très peu question de la ruée vers l'or en l'occurrence, mais il faut dire que les Français sont arrivés un petit peu trop tard pour profiter de l'occasion. Alors bien sûr, l'histoire des migrants français est bien plus vaste que ce que j'ai pu vous raconter ici, et ce sont de véritables aventures que j'ai pu découvrir grâce à Annie Foucrier et sa thèse, mais également Michel Lebris et 2 de ses romans. Quand la Californie était française, qui est en fait un recueil de différents témoignages de Français ayant vécu ces événements, et les Flibustiers sonores, une aventure palpitante menée par un aristocrate désargenté, Raousset de Raoul Boulbon. Mais ça, je vous le raconterai une prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, rejoignez-nous, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.